Moi, j'ai un parcours, déjà merci, parce que je suis ravie de pouvoir échanger avec les étudiants. J'espère qu'on aura plein de commentaires, comme ça on pourra échanger, ce sera sympa. Moi, je suis directrice marketing digital, donc ça fait depuis 17 ans que je suis dans le digital. Mon parcours est plutôt atypique. Je suis partie de l'école assez tôt. J'aime pas le mot atypique, mais bon, on peut plutôt dire j'ai plutôt un parcours de curiosité, donc voilà, envie de découverte et tout. Et puis bon, c'est pas évident de trouver sa voie quand on a 18 ans, 20 ans, c'est vraiment pas évident. Des fois, on sait pas ce qu'on veut faire, et puis des fois, on se rate. Donc voilà, j'avais commencé moi par des études de restauration. Ça m'a pas plu. Après, je suis partie aux États-Unis avec mon sac à dos quand j'avais 16 ans. Je suis partie 2 ans quand même, donc ça m'a mis pas mal de temps à trouver. Je suis partie 2 ans et j'ai découvert un peu le digital sur les autoroutes à l'époque. D'accord. Et j'ai découvert les énormes panneaux publicitaires qui avaient mes grands yeux pleins d'étoiles et je les ai trouvés fantastiques. Je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. Okay. Donc je suis rentrée. Ouais. Atypique, oui, c'est le mot. Ouais, exactement. Donc j'avais des étoiles dans les yeux, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire des gros panneaux pubs en France. Bon, il est ce qu'il est avec tout ce qui est DDE, tout ce qui est sur les routes, c'est un peu compliqué en France. Tout ce qui est panneaux, tout ça, c'est très compliqué. Bon, j'ai commencé à me renseigner. Et puis, de fil en aiguille, j'ai trouvé une société qui commençait dans le digital in-store et le digital out of home. Donc, c'est par exemple tout ce qui est dans les gares, mais aéroports, autoroutes, dans les métros et tout. Donc, tout ce qui est écran digitaux. Donc, j'ai commencé par ça. On appelle ça le digital out of home. Okay. Ça s'appelle le DOO. Donc, le leader mondial, c'est Deco. Il y en a quand même pas mal de petits autres, mais enfin voilà, c'est Deco. Et j'ai commencé comme ça dans une start-up. On était 2, on a terminé à 15. Et de fil en aiguille, comme on fait du digital in-store et out of home, on a commencé à gérer du coup les sites web des clients. Alors, voilà, ça s'est fait un peu de fil en aiguille, ce qui était un peu normal. Quand on adapte un format, on peut tout à fait le faire sur un autre. Donc quasiment aux prémices du web. Et voilà, j'ai commencé en tant que responsable des partenariats. Donc avec le sac à dos, en allant voir les grands groupes, donc le Figaro, France-Soir, tout ce qui était divertissement et infotainment, à essayer d'avoir des contenus gratuitement, mais vraiment gratuitement. C'est du vrai partenariat, en échange du coup de visibilité avec le logo et tout. Donc on a commencé un peu comme ça. Moi j'ai peur de rien, donc voilà, c'est une qualité que j'ai peur de rien. Demain on me dit tu vas en Russie en pleine vie, j'y vais, j'ai pas de problème, j'ai peur de rien. Donc voilà, j'ai commencé. Vous partez demain. Mais moi, je suis partie monter une filiale en Roumanie. Hein. D'accord. J'ai pas ce genre de problème du tout, de peur ni de quoi que ce soit. Donc je pense que déjà l'une des bases dans le digital, c'est d'être curieux, d'être curieux, d'avoir le courage et de se dire qu'on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Donc quand on a du courage, de l'envie, on arrive à tout. Enfin, voilà. Et j'ai commencé du coup à essayer de trouver les bons contacts. J'ai harcelé les gens. Voilà, quand je me suis retrouvée au Figaro à signer et qu'on m'a dit non mais pourquoi on te donnerait gratuitement, nous on paye l'AFP. Je lui dirais justement parce que vous payez l'AFP. Et la fille m'a répondu quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a dit t'as bien raison, vu ce qui nous coûte, je te donne derrière. Donc je pense qu'il faut avoir vraiment de la tchatch, du courage, de l'enthousiasme. Il faut dire que c'était pas très glamour. Moi, du coup, j'étais en partenariat, j'ai commencé dans des stations-service. Et on va pas mettre notre image sur des écrans station-service. Je lui fais, mais vous vous adressez à tout le peuple français. Je dis, les gens ont quand même le droit d'aller en station-service. Il n'y a pas de difficulté. Et donc, c'était assez difficile de faire rentrer dans l'esprit le fait qu'ils allaient être diffusés dans des écrans pas loin des toilettes, quoi. Enfin, c'était un peu comme ça au début. Donc, c'était toute une démarche du côté bienveillant. Et j'ai trouvé ça très sympathique. Voilà. Et une fois qu'il y avait les contenus, je suis passée à la responsable de projet marketing et publicité parce que du coup, tout ce qui est marketing et publicité sont étroitement liés. Hein. Si votre pub est moche, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en emplacement, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Vous pouvez faire du scrapping de données, vous pouvez faire
ce que vous voulez, du retargeting. Si c'est moche, si on comprend rien, c'est moche. Enfin voilà. Donc voilà, j'ai toujours été très fusionnelle avec du coup la direction artistique des agences, à donner mon avis un peu partout. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. J'ai commencé à gérer des grands comptes aussi. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. J'ai commencé à gérer des comptes clés tels que Lagardère, PP, Avia, Elior, Crédit Foncier, Leclerc, enfin voilà, tout ce qui est GMS, pétrole et retail. Ensuite, je suis passée à la direction commerciale parce que bon, il faut vendre. Hein, le marketing est là pour vendre à la base. C'est pas là pour, comme on m'a dit lors de mon ancienne mission, passer un petit coup de vernis, Emmanuel. Non, mais là, je crois que tu n'as rien compris. Je passe pas un coup de vernis. Il y a de la réflexion en amont, il y a de la stratégie, à qui tu t'adresses, pourquoi, où, comment, à quelle fréquence. Est-ce que tu animes tes communautés? Est-ce que tu as réfléchi? Enfin voilà, c'est pas passe un coup de vernis, fais du wording, quoi. Et ça a été l'une, et je ne l'ai jamais dit, ça a été l'une des pires insultes de ma vie, c'est passe un coup de vernis. Je pense que il y en a plein qui se disent qu'ils savent faire de la com ou du market, mais il faut peut-être déjà avoir un cerveau et réfléchir. Et ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pas en faisant des plans sur la comète ou en se disant qu'on fait un pur wording qu'on y arrive. Moi, je vais vraiment travailler sur l'enchantement marketing. Ça veut dire essayer que toute la chaîne, ça veut dire pas que le marketing, ça veut dire le SAV, le service client, la hotline, soit intégrés dans un vrai enchantement. Ça veut dire, vous avez beau avoir un super produit et tout, si rien ne suit derrière, ça sert à rien. J'aurais beau faire le super boulot, si j'ai pas toute la chaîne de valeur, tous les supports qui vont vraiment aller m'appuyer, je vais servir à rien. Et c'est toujours ce que je dis à mes équipes, c'est qu'on est dans le même bateau. Moi, j'adore être avec la hotline, j'adore être avec eux pour mesurer les NPS, j'adore justement être avec le service livraison. Enfin, je trouve que le marketing est trop segmenté par rapport à d'autres services, alors qu'il doit envelopper vraiment tous les services. Et c'est pas qu'un service support. Et moi, j'ai beau faire des chaînes de valeur comme je veux, non, ce n'est pas qu'un service support. C'est pour ça que moi, j'essaye vraiment d'apporter dans le marketing toute la chaîne de valeur. Et c'est très compliqué d'essayer de faire bouger les choses. On dit, ah, toi, t'es au marketing, bon, dis-nous où on diffuse, quand, comment, et puis prends une agence pour écrire et salut. Non, c'est pas ça. Je pense qu'il y en a qui n'ont rien compris. Et malheureusement, la majorité des boîtes n'ont rien compris. Donc, ensuite, j'ai repris des études au fur et à mesure pour essayer de voir si un petit peu ce que je faisais était bien, si je pouvais m'améliorer. Essayer vraiment d'être dans l'amélioration continue. Donc, j'ai repris un Master 1, parce que je suis partie sans brevet des collèges quand même, faut quand même le dire. J'ai repris un Master 1 en cours du soir et du week-end pendant que je bossais à l'INSEE. J'ai repris un Master 2 à l'ESCP sur la stratégie digitale, le management général de l'entreprise et encore le marketing digital. Donc, j'ai passé plus de 500 heures pendant 2 ans entre 2017 et 2019 pour voir vraiment mes points d'amélioration. Qu'est-ce que je pouvais faire de mieux, comment? Donc, je suis partie à Madagascar, j'ai fait des missions sympas, des missions de consulting. Et puis, j'ai continué à être prof pendant ce temps-là parce que ça me prenait beaucoup de temps. Donc, je donnais des cours et je prenais des cours, assez sympa. Et là, je suis sur des missions régulières ou pas. Je cherche vraiment à rejoindre une vraie vision. Donc, je suis plutôt orientée PME, start-up, puisqu'on a du mal à faire bouger les grosses boîtes, il faut être clair, quoi. Donc, les grosses boîtes, elles sont prises en entonnoir et elles ont du mal à… Et j'aime pas ces mots un peu à la mode, mais elles ont du mal à faire bouger les choses, quoi. Et c'est très compliqué. Donc, je pense pas, à part CISOs, que je rejoindrai une grosse boîte, ça c'est clair. Moi, j'aime mon métier. Donc, je pense qu'avec la passion, on peut faire tellement plus de choses. Voilà. J'ai besoin d'être passionnée quand je travaille. Et c'est pour ça que des fois j'ai des petits trous dans mon CV parce que j'ai pas envie de travailler pour travailler, j'ai besoin d'être passionnée, j'ai besoin de rejoindre une société qui a une vraie mission, des vraies valeurs et en plus avec un gros côté sympa. Et alors il y en a pas énormément, donc qu'est-ce qui m'anime? Déjà je fais partie de pas mal de groupes, un peu sur tous les réseaux sociaux, donc j'aime bien échanger sur éventuellement pas mal de nouvelles idées. Des nouvelles approches, des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire, de regarder un petit peu ce que les autres pays font et d'essayer, avec mes compétences et mes connaissances acquises, parce que j'ai quand même 43 ans, d'essayer d'avoir une projection sur tout ce que j'ai appris avec les nouvelles choses qui arrivent. Et I'm so exciting. Super. Génial. J'ai une liste de choses à faire, à découvrir, à tester. Je suis en test and learn tout le temps. Et le market, c'est ça, c'est qu'à un moment, vous vous dites, si vous n'êtes pas en test and learn tout le temps, ça ne va pas. Là, je suis en train de regarder
avec des agences avec qui je travaille, des plans de hashtagage automatique. Donc, je suis en train vraiment de m'éclater là-dessus. Enfin, je suis obligée. Et ça m'éclate, j'adore ça. Non, mais le CRM. Ah ouais? Ouais. Le CRM, c'est une catastrophe. D'accord. Il y a plein qui n'ont pas de CRM, alors quand ils disent qu'ils en ont un, ils ne s'en servent pas vraiment, ça leur sert de base de stockage, alors que le CRM est le nerf de la guerre, quoi. Et il n'y a pas que Salesforce dans la vie, hein. Alors là, carrément, il n'y a pas que Salesforce dans la vie. Il faut arrêter avec Salesforce tout le temps, même si je trouve ce qu'ils font extraordinaire. On n'est pas obligé de dépenser des millions pour avoir un bon CRM, je veux dire. Il y a HubSpot, il y a Sugar, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, à faire des bons triggers. Enfin, le CRM, c'est terrible. Et vraiment, la deuxième plus grosse chose que j'ai repérée, c'est la mise à jour des sites web, des parcours clients. Je ne peux pas donner de nom parce qu'après, on regarde dans mon parcours, c'est simple, mais on se dit, tous les 4-5 ans, OK, on va tout refondre. Mais vous recevez des mails, découvrez notre livre blanc 2017. Mais c'est une catastrophe. Mais quand je vois ça, j'ai les yeux exorbités, un peu comme dans les dessins animés. Je me dis, c'est pas possible. Et donc, je suis là, je me dis, bon, OK, on part de loin. Et ils partent tous de loin. Il y a des boîtes qui ont 200-300 personnes qui n'ont pas de CRM. Donc, c'est un peu comme dans le marketing ou le SEO. Les choses prennent tellement de temps aussi à monter et à prendre avec des budgets. Si on ne voit pas un peu plus loin que l'année prochaine, on n'y arrive pas. Et comme on est dans l'urgence, on ne le fait pas. Et la majorité des boîtes que j'ai rejointes n'ont pas de CRM. Alors déjà, moi, ce que je fais, c'est que déjà, j'essaye de connaître tout le monde. Ça veut dire que je vois 50 personnes en 2 semaines. C'est impressionnant. Pourquoi? Parce que souvent, entre ce qu'on vous dit et le terrain, il y a quand même un monde et un fossé. Donc déjà, c'est un peu prendre le pouls un peu de ce qui se fait, de ce que font les gens vraiment, de ce qu'ils aimeraient faire. Parce qu'ils vont pouvoir être ambassadeurs avec moi pour faire bouger les choses ou pas. Donc j'essaye de repérer les influenceurs en interne, ceux qui ont envie de faire des choses différentes qu'actuellement, et d'essayer de voir ceux qui n'ont pas envie. Ouais, qui fait vraiment quoi, qui va me bloquer, qui va faire quoi. Enfin, vraiment, j'essaye vraiment de prendre le pouls. Donc je fais un diagnostic différencié. Donc je vois beaucoup de personnes. Après, je note tout, je garde tout pour moi. Et ensuite, j'essaye de voir qui va pouvoir m'aider à prêcher la bonne parole. Ensuite, je fais un diagnostic du coup, soit avec une agence, soit pas. Je fais un diagnostic du coup de tous les parcours digitaux, même le répondeur téléphonique. Je vais jusqu'à là parce que des fois, c'est une catastrophe. Bonjour, vous êtes bien chez. Non, mais il va peut-être falloir le changer tous les mois. Donc, je vais jusqu'au répondeur téléphonique. Je vais avec des agences du coup du site web, du service client, des mails qui sortent, des signatures. Enfin, je fais vraiment un diag complet. Situation, cible, proposition. Là où on est, là où on va aller, comment on peut le faire. Si on ne diagnostique pas, ça ne sert à rien. C'est comme si on prend un Doliprane si on a mal à la tête. C'est peut-être pas ça, quoi. Ouais, mais souvent ça passe. Ouais, mais souvent, OK. Mais ça ne va pas durer longtemps, ton truc. Tout à fait, oui. Pour les étudiants aussi, c'est bien de se former dans une petite boîte parce qu'ils vous donnent plus d'attention. Maintenant, c'est bien de rejoindre une grosse boîte parce que vous aurez plus de chances de rentrer dans une grosse boîte. C'est un dilemme un peu spécial. Je vous dirais qu'il faut faire les deux. Et pour apprendre, il faut vraiment rejoindre une petite boîte. Et pour évoluer, il va falloir rejoindre une grosse boîte. Et ensuite, pour changer, il va falloir rejoindre une PME. Et c'est pas évident. Vous en êtes où, vous, actuellement? Moi, j'ai rejoint des startups. Les gros groupes, j'ai un peu de mal. Ils ont du mal à bouger. Donc, à part si quelqu'un m'entend et qui veut vraiment bouger, mais enfin, même entre ce que le patron dit et ce qui va être fait, il y a quand même un monde. Soyez curieux. Abonnez-vous à des gens inspirants. Découvrez les choses chaque jour. Vous devez au moins vous dire minimum 6-7 heures par semaine. Vous devez être en veille, quoi. Vous n'y arriverez pas, sinon vous allez travailler sur vos acquis et c'est pas bon. Et c'est vraiment là, c'est la curiosité d'esprit, de tester, qui va pouvoir vous emmener ailleurs.